Eh salut mes petits canards, encore un petit tuto pour finir la journée. Ah ça c'est un revêtement de sol qu'on voit de plus en plus souvent et donc je suis très content de pouvoir vous montrer ça aujourd'hui. D'autant qu'on en fait aujourd'hui là cette semaine, on va en refaire d'ici un mois, on va en faire ce coup-là 100 mètres carrés. Là aujourd'hui on va faire 30 mètres carrés à peu près, un petit local commercial. C'est un revêtement de sol moderne, très très fin, économique non je dirais pas ça parce que si vous devez choisir de la qualité il faut quand même y mettre un certain prix, mais le rendu est exceptionnel. Il s'agit d'un parquet flottant en PVC. Donc c'est un sol flottant, les lames sont clippables, on va le voir ensemble. Et ça a un rendu, je trouve, qui est bien meilleur qu'un sol stratifié classique. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et accessoirement, ça a des caractéristiques qui permettent des choses exceptionnelles. C'est que là par exemple, c'est un petit commerce qui est sur la rue. La porte d'entrée, elle est à ras le sol. On peut imaginer que si on avait mis un parquet flottant stratifié, à chaque passage de client en temps de pluie, eh ben on fait rentrer un peu d'eau et le parquet est stratifié, même en mettant de la qualité. Au bout de 6 mois, il est coincé. Ça vous dérange pas que je fasse un tuto? Je fais un tuto sur YouTube. Bon, alors je disais quoi déjà? Ouais, je disais le stratifié, au bout de 6 mois, il est cuit. Terminé. Terminé, bonsoir. Le parquet flottant stratifié, même dans une salle de bain, ça fait un effet parquet. On se casse pas mal le nez dessus, particulièrement si vous mettez le prix. Ça, je vous parlerai de prix et tout à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Mais surtout, c'est indestructible. C'est ça qui est cool. Voilà. Allez, on vous montre ça, comment ça se met en place. Et c'est parti. Alors, le sens de pose du parquet flottant. Le sens de pose, c'est dans le sens de la lumière. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients. On se pose toujours la question de savoir dans quel sens on va poser dans un local les lames de parquet flottant. Moi je dis c'est dans le sens de la lumière, c'est comme ça que ça rend le mieux. Particulièrement si vous avez des longs couloirs, c'est plutôt dans le sens du couloir. Et ça c'est à définir en fonction du cas de figure. Mais là nous en tout cas, on est sur un local qui donne sur la rue. On va se mettre dans l'axe de la lumière, c'est-à-dire les lames dans ce sens. Allez, unboxing comme ils disent les Américains. Ah j'ai oublié, Vincent. On fait un tuto? Abonnez-vous. Votez pour moi. Votez pour moi. Bon voilà, alors c'est un peu comme un parquet stratifié, hein, sauf qu'il est 100% PVC. C'est quelque chose qui fait 3 mm d'épaisseur, celui-là en tout cas. Parfois ils font 4 mm d'épaisseur. Là nous c'était une contrainte qui était essentielle parce que la porte d'entrée du local que vous voyez là, elle est relativement basse. Donc on ne pouvait pas se permettre de mettre quelque chose de trop épais. Okay, ça c'est à ne pas comparer avec du parquet massif. Hein. Moi les comparaisons que je fais dans les conseils que je vous donne, c'est en comparaison avec un produit similaire. C'est-à-dire pour moi c'est des parquets stratifiés. On voit que c'est 100% du plastique recyclé d'ailleurs. Ça c'est plutôt intéressant d'un point de vue écologique. Et on retrouve les empreintes mâles-femelles d'un côté, derrière et sur la partie avant. Les mêmes, en tout cas la même chose que pour du parquet stratifié. Et accessoirement, c'est quand même incroyable, la couleur des boîtes correspond parfaitement à la couleur qu'on a mis sur le mur ce matin. C'est pas un signe ça? Allez, je vous fais un petit résumé de la notice pour ceux qui n'aiment pas lire les notices, comme mon pote Pascal. Première chose, préparation du support. Le sol doit être, évidemment, en bon état. Le support doit être bien accroché et le plus régulier possible. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être penser à un ragréage ou autre. Ensuite, ce produit-là, il peut s'utiliser avec ou sans sous-couche. Alors sans sous-couche, c'est comme dans notre cas de figure par exemple, on est sur un carrelage qui est très lisse avec des joints qui sont très peu marqués, donc pas de difficulté, on n'a pas le risque de voir dans quelques années le spectre des anciens carreaux. Mais ça c'est quelque chose, si vous avez des joints un peu marqués ou des carreaux qui ont mal été posés avec légèrement d'écart, il faut se méfier de ça parce que potentiellement vous pouvez avoir des taches d'usure sur le PVC parce qu'il est fin, avec les années il va vraiment se conformer au support et une fois qu'il est conforme au support, il va commencer à s'user sur des points hauts et en général c'est un carreau qui dépasse. Donc si vous voulez éviter ça, soit vous avez la solution du ragréage, c'est un petit peu fastidieux, soit vous mettez une sous-couche plus ou moins épaisse, plus ou moins dure aussi pour compenser ce phénomène. Ensuite, dernière chose, les lames en PVC. Le PVC, il faut le savoir, c'est le matériau dans le bâtiment qui a le plus fort coefficient de dilatation. Okay, donc c'est un matériau qui va énormément dilater. Donc le sujet des joints de dilatation en périphérie du parquet, il est capital. Vous devez absolument le respecter. Sur la notice, il parle de 5 mm. Si vous pouvez le respecter, 5 mm, c'est beaucoup mieux.
Si vous ne pouvez pas, exagérer, mais pas trop. Voilà. Dernière chose, c'est lame en PVC. Compte tenu du fait qu'elle dilate beaucoup, il faut en théorie les stocker 48 heures avant sur le chantier pour qu'ils s'acclimatent, qu'ils prennent la température du chantier. Imaginons que le plancher est stocké, quand vous l'achetez chez votre fournisseur, dans un hangar très froid. Les lames seront froides, donc rétrécies. Vous allez le poser dans une zone qui est très chaude parce qu'elle est par exemple chauffée. Bien, vous allez le poser, les lames sont froides, pas de problème. Et puis au moment où l'ensemble va se réchauffer, ben, hop, vous allez avoir un petit peu des lames qui risquent de remonter parce qu'elles vont se dilater, elles vont pousser. Donc l'idéal, c'est d'avoir des boîtes de parquet acclimatées, donc stockées sur le chantier 48 heures avant. Ensuite, il y a aussi une donnée de température. On dit sur ce manuel qu'il faut poser ces lames de parquet dans une température comprise entre 18 et 27 degrés Celsius. Voilà, tout le reste de la pose, vous allez le découvrir au fur et à mesure quand on va avancer. Alors première chose, la première lame ici, là, elle a l'empreinte du clip. Okay, on va l'enlever parce que nous, ce qu'on veut ici, c'est avoir un joint de dilatation qui ne soit pas de ce type-là. On va avoir simplement nos 5 mm, pas plus, et on ne veut pas avoir cette languette. Donc cette languette, on va la supprimer. Ça, quand c'est fin comme ça, au cutter avec une lame un petit peu neuve, ça suffit, ça peut fonctionner tout à fait. Ok, donc ici, les deux, on vient les aligner correctement, bien les jointer. On peut se servir de la cale à frapper que vous allez voir juste après, qui sert en fait à clipper les lames les unes dans les autres pour ne pas frapper dessus avec un marteau. Donc on se sert d'une cale en PE pour venir clipper les lames entre elles. Ok, on n'oublie pas les dilatations. Donc là, je commence à les placer pour pouvoir prendre mes mesures. Voilà, et à partir de là, je vais pouvoir commencer à mesurer. Donc ici, j'ai 18,2 moins 5 mm, ça fait 17,7. Alors, pour couper les lames PVC, il y a deux écoles. Il y a la scie sauteuse et il y a la disqueuse, d'accord? Ne me demandez pas de départager les uns et les autres. Vous faites exactement comme vous voulez, les deux, ça fonctionne, ok? La scie sauteuse, ce que j'aime pas trop, c'est que ça fait beaucoup de débris. Et il ne faudrait surtout pas que ces petits déchets là se retrouvent dans les languettes au moment où on vient se clipper, sinon on peut avoir du mal à les clipper. La disqueuse, ça fait moins de débris, en revanche ça chauffe un peu plus le plastique, donc on peut se demander si c'est mieux ou pas mieux. Donc le mieux c'est que vous essayiez, parce qu'en fonction de l'épaisseur des lames que vous allez choisir, peut-être que l'un ou l'autre des outils est le mieux. Et si on coupe tout comme ça, ouais, on meurt. Ah oui, encore. Ça, l'hiver, il vaut mieux faire la scie sauteuse. Après, au printemps, la disqueuse. Allez, là, tu vas voir, c'est facile. C'est reparti. Donc là, on se met comme ça de biais et on vient rentrer dedans. Voilà. D'où l'intérêt de ne pas avoir des déchets dessous, d'accord? Si vous avez des déchets dessous, que vous les attrapez, vous les envoyez dessous, après, vous allez avoir beaucoup de mal à venir le clipper. Donc là, je me mets comme ça, je viens ici respecter mon joint de dilatation, d'accord? S'il y a besoin, si besoin est de le corriger, on le corrige à chaque lame. On n'attend pas d'être trop loin pour faire sa petite correction. Ok? Donc là, je suis bon comme ça, je prends ma cale à frapper, je viens ici sur le rebord de ma plaque et je viens donner un petit coup. C'est en donnant le petit coup qu'en fait, la lame va se clipper dedans. Voilà. Allez, la lame d'après. Je viens comme ça, je vais me mettre bien comme il faut dans l'emboîture. Et là, c'est ici qu'on vient veiller à être le plus près possible du décor. Okay, une fois qu'on commence à être bien, on peut prendre la cale à frapper. Je suis bien sur la jointure derrière, je pars du côté opposé, je vais me mettre ici. Je vais clipper ma lame. Je reviens doucement. Vous voyez que là, pour la première lame, je mets mon poids là-dessus parce que sinon, ça peut venir faire bouger mes cales de dilatation. On arrive ici. Là, je suis clippé ici sur la longueur. Il ne me reste plus qu'à clipper ça. Ça, c'est avec le dos de la cale ici. Voilà, impeccable. Deuxième école. La scie sauteuse.
Donc la sauteuse, ça va très très bien, ça coupe très bien, c'est très net. Les menuisiers, oubliez les principes du style, il faut couper à l'envers une lame pour pas abîmer le revêtement. Là, c'est du PVC, donc en réalité, on n'abîme rien du tout. Ça fait des coups très nets, alors que j'ai une lame de sauteuse qui est standard, qui n'est pas inversée pour le parquet. Des fois, en parquet, j'utilise des lames inversées. Là, c'est une lame standard. Donc ça va très bien, si ce n'est que ça met un peu de la poussière. L'autre intérêt de la sauteuse, c'est que ça brûle pas le PVC, donc on ne génère pas des petites fumées qui peuvent être un petit peu toxiques et un petit peu désagréables, donc ça va dépendre vraiment de ce que vous préférez. Mais somme toute, sachez qu'il existe un outil qui s'appelle une guillotine à parquet de ce type-là, et ça on la trouve à peu près partout. Nous on n'a pas investi là-dedans parce qu'on n'en fait pas assez, peut-être qu'un jour on le fera. Mais il existe un outil, c'est une espèce de trancheuse, comme une trancheuse à pain qui vous permet de couper vos lames assez facilement, sans outils, sans outillage, sans électricité. Donc là, voilà, je viens de m'occuper bien comme il faut. Je viens ici veiller à être bien contre mon décor, ok. Et ensuite, je mets, parce que c'est les premières lames, je mets un tout petit peu de poids là à l'arrière. Allez, tout à l'heure, pour se faire une idée, je vous emmène dans un magasin où il y a beaucoup de stock, de manière à voir un peu toutes les lames différentes qui existent et les tarifs. Allez, là, donc là, je mets la lame que je vais mettre ici comme ça. Là, j'ai besoin de la découper, d'accord? Donc le plus simple, c'est de venir ici comme ça, se mettre contre, d'accord? À partir de là, j'utilise une chute, une autre lame. Je viens prendre l'angle entrant d'ici, là, ok? J'y mets les 5 mm que je veux garder de joint de dilatation et je fais un trait. À partir du moment où je fais ce trait, je prends ma mesure ici, 21,5, je viens la reporter là, 21,5, ok. Et là je vais me mettre ici comme ça, je vais prendre la parallèle de ça, je me mets sur ma cale, je veille à être parallèle, à l'œil ça suffit, on n'a pas beaucoup, hein. On a 5 cm à tracer. Et je me mets là. Et là j'ai plus qu'à découper ma lame. Donc là, on commence à mettre quelques paquets de lames PVC qui sont très lourds, hein, soit dit en passant, pour pouvoir un petit peu bloquer notre départ, pour être sûr que quand on avance, ben, on ne se retrouve pas avec une base qui a un petit peu bougé. Juste comme ça pour avoir une idée de comment je suis là, d'accord? Bien parallèle, et là ici je viens reporter mon décalage avec mon joint de dilatation. Ensuite je reviens comme ça. Alors là c'est là que c'est un peu difficile parce qu'il faut être pile poil sur le décor, d'accord? Donc vous alignez les deux décors malgré le fait qu'il y ait la languette qui bouge un petit peu. Là je suis bien. Comme ça. 5 mm. Écart. Je trace. Là, on a une portion délicate à réaliser, donc je me sers de mon laser pour tracer le trait parfait de toute la longueur, d'accord? Parce qu'on doit aller jusqu'à au bout et on doit découper sur toute la longueur jusqu'au bout des lames dans le sens de la longueur. Et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est avoir un très léger défaut comme ça. Parce qu'en fait, si on part avec un très léger défaut comme ça, on va se retrouver avec ce défaut-là du début jusqu'à la fin. Et ça, on veut l'éviter parce que sinon, ça va être de plus en plus difficile à clipper les lames en avançant, ou difficile tout court, mais dans les deux cas, on veut l'éviter. Bon, frère. On est bon du premier coup ou pas? Aïe aïe aïe. Le stress. Alignement du laser, là. Oh, il y a un petit défaut, les amis, regardez ici. Tout petit défaut là. Ouais.
Bon, c'est quand même pas mal pour un premier jet. Ok, donc là j'ai toujours montré le raser en référence. Là, maintenant ça va être facile parce que la coupe qui était difficile c'était celle-là. Le but de rentrer comme ça, c'est que ma barre de seuil soit quasi sous la porte. Ok, c'est ça le but. D'avoir une pression que le parquet rentre dans la pièce qui est là. Et donc on pense au joint de dilatation 6,9. 7. 7 tout rond, c'est pas un chiffre porte-bonheur le 7. Pourquoi tu te moques? Je suis en train de lancer un truc dans ma tête. Eh mes petits canards, je vous emmène chez Leroy Merlin. On va regarder un peu les parquets PVC, comme ça je vous fais un débrief sur le prix, les choix, les possibilités, etc. On va pouvoir regarder un peu ce qui existe et je vais vous dire ce que j'en pense. Globalement, il y a vraiment beaucoup de choix. Avant ici c'était que du parquet stratifié ou du parquet massif et depuis quelques mois, vous voyez que tout le côté droit là, du magasin, c'est toute cette allée là, c'est du PVC, d'accord? Alors il y a différentes sortes de PVC clippables. L'objet de cette vidéo c'était de faire un comparatif un petit peu entre le stratifié et le PVC. Okay, donc on va reprendre les choses du début et je vais vous montrer ce que c'est un parquet stratifié comparable à ça, d'accord? Comparable à ce revêtement de sol que on a posé, c'est ça. C'est du sol stratifié épaisseur 8 mm, 7,90 € m², ça c'est vraiment le premier prix, hein, tête de gondole, ça fait 8 mm d'épaisseur et c'est du bois. Ok. Si on passe à la qualité au-dessus, ici on a du sol stratifié, épaisseur 12 mm, un peu plus épais. En prix, là, on voit qu'on rejoint le PVC. Hein. Et là, on a ce petit décroché entre chaque lame, c'est-à-dire des petits biseaux qui font un effet plutôt sympa. Parce qu'en fait, quand on parle d'un sol comme ça, PVC ou stratifié, ce qui va faire un petit peu le plus, c'est quand entre les lames, c'était pas le cas de celui qu'on nous on a posé, hein, mais c'est quand entre les lames, il y a un petit décroché, un petit biseau qui fait que ça fait ressortir mieux les lames. C'est plus une imitation parquet, on va dire, réelle, quoi. En revanche, dès qu'on est sur un sol très très lisse comme là, par exemple, bon, c'est un design de lame de parquet, mais finalement, quand on le regarde, on sait plus ou moins que c'est pas du vrai parquet, c'est un parquet stratifié ou PVC. Voilà, ça c'est la première nuance. C'est souvent une question de prix. Le sol stratifié, son gros défaut, c'est quoi? C'est sa sensibilité à l'humidité. Alors, entrée de gamme particulièrement, entrée de gamme, vous renversez un verre d'eau dessus, même si vous l'avez épongé rapidement, en fait il a pris l'eau, dans la mesure où il a pris l'eau, il va gonfler, et puis quand il commence à gonfler, c'est la fin, parce qu'en fait, ça crée des irrégularités sur le support, et donc,
il sera plus sensible à l'usure. Okay, quand on prend un parquet stratifié un peu plus haut de gamme, eh bien, pas de problème, il est un peu mieux traité au niveau hydrofuge, mais il sera quand même beaucoup plus fragile que du parquet PVC, parce que le parquet PVC, il ne bougera pas. Aucune difficulté avec ça. On va regarder maintenant ce qui existe en PVC, les gammes de prix, le démarrage, et puis jusqu'où on va. Donc ça, c'est a priori ce qu'il y a de moins cher. Là, on a... alors ça, c'est des dalles PVC, imitation carrelage, d'accord? Ça. Donc ça, c'est la même chose que du parquet PVC, hein. Ça fait 3-4 mm d'épaisseur. Et c'est une imitation carreau. Ça, je vais vous en parler après parce qu'il y a une petite astuce. Ensuite, là, on a des lames de parquet PVC à clipper. Ça, c'est un peu similaire à ce qu'on a posé, si ce n'est que c'est plus cher. Ça vaut 30 € le mètre carré. Par contre, on a ce petit décroché entre chaque lame qui va donner un rendu un peu supérieur. Mais là, on est sur une gamme de prix quand même qui est bien plus élevée. Ensuite, ça, c'est des parquets PVC à coller. Je vous en parle peut-être après, mais ce n'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Et là, on a voilà, d'autres parquets PVC, lames clippables, carrelage lisse. Vous voyez, il précise, c'est-à-dire qu'en fait, si votre carrelage il a des défauts, ben, en fait, on va les retrouver. Donc, il va falloir privilégier une sous-couche de bonne qualité. Et en gamme de prix, on est là-dessus. 25 €, 29 €, 34 €. Bon, vous l'aurez compris. Hein. C'est pas le prix à 7,99 € du stratifié premier prix. Voilà, et là on a différentes lames, 29, 29, 29, 29, 29. Bon, voilà. Faut se dire que c'est pas vraiment comparable dans le sens où c'est quand même plus cher. Hein. Quand on est à 25-30 €, on est sur... Alors, plus maintenant, parce que maintenant les parquets massifs, en règle générale, ils sont plus chers hein, à clipper. Mais on est quand même sur une base de prix qui est supérieure au stratifié bas de gamme. Donc, sauf à ce que les prix baissent, le stratifié bas de gamme, ça peut être intéressant de le conserver. Par contre, pour tous les avantages que je vous ai cités, honnêtement, moi je vous le conseille. Dernière petite chose qui est intéressante avec le PVC à clipper, c'est qu'en fait, on va pouvoir, si on reste dans la même marque, on va pouvoir passer de différents modèles. C'est-à-dire qu'on pourrait presque imaginer, là, je vous montre, des carreaux. Donc ça, c'est du parquet PVC à clipper, ok, imitation carreau. Donc ça, c'est un carreau, 30-60. Et là, on retrouve les mêmes décrochés, d'accord? Et en fait, si je reste dans cette marque-là, je vais pouvoir mixer ça à ça. Bon, là, il se trouve que c'est pas la même marque, mais je vais pouvoir le mixer. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir, on va imaginer faire, par exemple, une cuisine en carrelage, enfin, une imitation carrelage, du coup, et une chambre juste à côté en parquet PVC. La seule nuance, c'est qu'il faut clipper tout ça. Donc, il faut que les joints tombent bien. Donc, si vous avez en gros que 2 pièces à traiter de cette manière-là, pas de problème, il suffira de partir pile poil à l'axe de la porte par exemple, partir d'un côté avec un type de revêtement et de l'autre avec l'autre type de revêtement. Okay, mais si vous avez plusieurs pièces, il faut quand même dire qu'il faudrait avoir beaucoup de chance, parce que là, à jouer au loto, c'est pour tomber à l'opposé de 2 pièces sur 2 passages qui tombent bien. Voilà. Bah, vous m'aurez compris, je ne sais pas si j'étais très clair là. Voilà. Après, les dernières choses qui existent, et là en prix on descend un petit peu, c'est le PVC à coller. Le PVC à coller, c'est ça, dame et lave PVC à coller. Okay, donc là, hop, ça ressemble à ça. Alors là, pour le coup, c'est très fin. Hein. Ça fait 1 mm d'épais. Et en fait, c'est adhésif. Dessous, vous avez un papier à retirer, vous avez une colle et vous venez coller votre parquet sur votre sol. Alors là, ça sous-entend plusieurs choses. D'abord, c'est d'avoir un sol absolument parfait. Parce que petit 1, il est très fin. Donc si vous avez des joints de carrelage, inutile de vous dire qu'ils vont ressortir direct. Et ensuite, il faut que le support soit bien cohésif. Hein, parce que comme c'est un autocollant, finalement, même s'il faut le dire, la colle est très puissante. Mais il faut que votre sol soit absolument parfait pour qu'on espère que ça tienne correctement. Je viens à chaque fois là dans le magasin parce qu'il y a moins de monde. J'ai un peu honte de parler devant tout le monde avec mon téléphone. Voilà, donc parquet à coller, c'est encore autre chose. La gamme de prix, elle est inférieure. Hein. Je crois que ça commence à 10 € le mètre carré. Donc bon, je sais pas, moi je suis pas fan. Perso, je suis pas fan. Surtout qu'il va falloir quand même s'appliquer pour la pose. Potentiellement, ça va mal travailler. Oui, ça aussi, on peut le dire. C'est-à-dire que dans les années, il se peut que vous ayez des jours qui apparaissent entre des lames. Quand ça va dilater un petit peu, ou si votre support dessous a légèrement bougé, bien, ça peut avoir. Alors qu'un sol flottant, le gros intérêt d'un sol flottant, d'ailleurs, c'est un peu une révolution. Hein. Un sol flottant, ça permet d'avoir un sol qui reste nickel, malgré un support qui ne soit pas forcément top. C'est-à-dire que vous êtes dans une vieille maison en rénovation, les planchers sont très souples, un peu fissurés, on voit des fissures sur le carrelage, etc. Bon, vous recollez un carrelage dessus, il y a toutes les chances que ça réapparaisse dans les années à venir. Vous mettez un sol flottant,
c'est-à-dire qu'il n'est pas collé au support. Après, c'est le gage que ça reste plutôt bien si vous avez respecté toute la méthode de pose et joints de dilatation notamment. Voilà. Bon, donc tout ça pour dire quoi pour finir? Pour finir, si les stratifiés PVC baissent en prix dans les années à venir, et à mon avis ce sera le cas, eh bien je pense que le stratifié classique et basique, il n'a plus de raison d'être. Et moi, ce que je pense dans l'absolu, c'est qu'un stratifié basique, ça vieillit mal. C'est-à-dire que oui, c'est joli quand on l'a posé, mais vraiment il faut, alors à moins de poser ça dans des combles, des chambres où on y accède plus ou moins jamais avec les chaussures, dans lesquelles il n'y a pas de pièce d'eau, où on aura un risque de... donc une pièce où on n'est pas susceptible de laver toutes les semaines avec une serpillière par exemple. Voilà. À moins de tout ça, je pense que le sol PVC c'est vraiment une solution très intéressante. Et bien mieux que le lino, hein. C'est pas d'ailleurs pas comparable avec le lino. Ce qui est comparable éventuellement avec le lino, c'est les dalles PVC à coller. Ouais, ça ouais, ok. Mais bon, le lino c'est fragile. Voilà. Bon, au sujet maintenant de la résistance du revêtement final par exemple, à la rayure, au poinçonnement, etc. Dans ce magasin, ils ont fait des tableaux, je vais vous les montrer, donc c'est ça. En fait, ils ont fait une gamme avec 3 types de revêtements, Medio, Forte et Intenso, et en fonction de ça, on voit les caractéristiques en termes de passage. Voilà, donc ça c'est pour le PVC équitable. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ensuite je vais vous montrer aussi la même chose pour le parquet stratifié. On a le même principe. Voilà, tout ce qui est lame à clipper, c'est moins organisé que le carrelage par exemple, où il y a des normes précises, où sur chaque emballage on doit retrouver des caractéristiques techniques. Alors souvent c'est des lettres avec des chiffres qui vous donnent un petit peu des idées de la résistance de ce que vous achetez. Ça a l'air beaucoup moins normé pour le PVC, donc il va falloir se fier malheureusement à des tableaux de ce type là, mais qui sont des tableaux de chaque distributeur, donc en fait ils vous racontent ce qu'ils ont un peu envie de vous raconter, quoi. Mais en gros, donc pour revenir au prix du PVC clippable, ça va de 20 € à 30 €. Et voilà, dans cette fourchette de prix-là, vous avez une évolution de la qualité des produits que vous allez acheter. Dernière chose, en termes de sous-couche, si vous devez mettre une sous-couche parce que votre sol n'est pas parfait, il semblerait, en tout cas ici, que là, il n'y a pas vraiment un grand choix de sous-couche. On serait obligé de partir là-dessus. Des paquets de 10 mètres carrés, épaisseur 1,5 cm. C'est des sous-couches qui se déplient là. Alors ça c'est le genre de truc que j'aime pas trop moi, parce que une sous-couche en rouleau c'est très bien quoi. Ça coûte rien de la sortir, la dérouler, bien placer les laits entre elles, les scotcher. Et voilà. Bon. J'ai peur qu'on le retrouve sur le prix, je vais chercher le prix, je vais vous dire ce que ça coûte. Voilà. Donc la sous-couche, elle est à 4 € le mètre carré. Pour info, une sous-couche bas de gamme de parquet stratifié, ça vaut 1 € le mètre carré. Là, on est à 4 € le mètre carré. Mais l'air de rien, ça fait quand même monter le prix. Hein. 4 € sur un parquet entre 25 et 30 €, bon, c'est la différence de prix entre les deux. Voilà. Mais donc cette sous-couche, elle est parfois recommandée par les vendeurs. Mais la réalité, c'est que si votre support est parfait, il n'y en a pas besoin. Et par contre, si votre support a un petit peu des défauts, il vaudra mieux penser à le faire. Alors, une dernière chose, quand vous allez choisir votre parquet, il y a un petit truc auquel il faut faire attention, particulièrement sur les entrées de gamme, c'est le prix des plaintes et des barres de seuil assorties par exemple. Pensez bien à aller regarder le prix de ça, parce que parfois d'une marque à l'autre ou d'un produit à l'autre, vous avez l'impression d'avoir un super prix sur le carrelage, mais au niveau des plaintes, vous vous faites massacrer. Okay, donc ça c'est aussi un élément à prendre en considération, le prix des plaintes et des barres de seuil éventuellement si vous avez des barres de seuil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale dans le bâtiment, quand par exemple on dit je vais faire 100 mètres carrés de parquet flottant dans une habitation par exemple, moi j'ai souvent pour usage de dire que le nombre de mètres linéaires de plainte, juste pour avoir une idée quand je fais le devis, que je veux le faire rapidement, c'est je prends 110% de la surface au sol pour avoir mon nombre de mètres linéaires de plainte. C'est-à-dire que si je me dis je vais poser 100 mètres carrés de parquet ou de carrelage ou quoi que ce soit, ça va là pour tout. En gros, je dirais que sur mon premier devis, il y a 110 mètres carrés de plainte à réaliser. Attention, je mets une petite précision quand c'est des clients que je ne connais pas et que je fais un premier devis simplement, juste pour voir si éventuellement ça va donner lieu à quelque chose, et ensuite j'y reviens. Mais je précise évidemment le nombre de mètres linéaires de plainte à vérifier ensemble. Voilà. Donc oui, tout ça pour dire que c'est de la même manière que quand on regarde que le prix au mètre carré, il faut aussi se poser la question de savoir du prix de la plainte, parce que si jamais votre plainte elle est parce que c'est vite combien ?
c'est vite 5 € le mètre linéaire, hein, les plantes. Donc si vous en avez une à 7 € versus 5, ça fait 2 €. Donc si vous choisissez un parquet parce qu'il est 2 € moins cher qu'un autre, qui peut-être est aussi bien, mais dont les plantes sont moins chères, il faut se poser la question. Voilà. Bon, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que j'ai rien oublié. Si j'oublie quelque chose, laissez-moi dans les commentaires une petite question, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle vous servira à quelque chose. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, ça me fait très plaisir. Et pour être très honnête, ça m'aide beaucoup dans le référencement YouTube. Aussi les likes et les abonnements. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous trouverez plein de tutos comme celui-là. Si celui-là vous a fait plaisir, normalement, croise les doigts. J'espère que je ne vous décevrai pas. À bientôt mes petits canards, bye bye.